This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Les clés de la Maison-Blanche sont à nouveau entre ses mains. Donald Trump semble avoir beaucoup changé depuis 2016 et pour ce deuxième mandat, son entourage aussi est bien différent. À travers les choix de ses ministres, on devine la politique qui s'annonce aux États-Unis. Dans cette série, La Loupe vous propose 4 portraits et 4 visions du monde qui vont modeler l'ère Trump 2.0. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Team Trump, une série originale de La Loupe. Épisode 1, Marco Rubio, un faucon aux affaires étrangères. 14 mai 2018, un parterre d'officiels israéliens et américains est réuni à Jérusalem. Vêtus de leur plus belle tenue, ils sont assis devant une scène entièrement bleu marine, décorée par quelques fleurs rouges. Derrière, les drapeaux des États-Unis et de l'État hébreu s'entremêlent sur un écran géant. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, accompagné de son épouse, Ivanka Trump, tire sur une longue ficelle. Un grand tissu bleu tombe sous les applaudissements. Il vient de dévoiler une plaque où on peut lire « Ambassade des États-Unis ». Juste en dessous, le nom du président est inscrit et Donald Trump prend justement la parole en visioconférence. Félicitations, ça fait longtemps qu'on attend ça. Notre plus grand espoir est la paix. Les États-Unis demeurent entièrement déterminés à faciliter la conclusion d'un accord de paix durable. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou monte sur l'estrade pour lui répondre, le sourire jusqu'aux oreilles. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'histoire, vous avez écrit l'histoire. Ce jour-là, l'ambassade des États-Unis en Israël est officiellement déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Un symbole, promesse de campagne de Donald Trump et l'une des décisions les plus remarquées de son premier mandat. La politique étrangère de l'ancien président tournait alors beaucoup autour du soutien à Israël. Il avait notamment poussé la signature des accords d'Abraham, un texte qui venait normaliser les relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Et pour s'occuper de la politique internationale durant son deuxième mandat, Trump a choisi un ancien rival. Le nouveau secrétaire d'État est un politicien américain chevronné. Il se nomme Marco Rubio. Little Marco. Do you know that in Florida, they hate little Marco Rubio so much? Celui que Donald Trump vient d'appeler Little Marco lors d'un meeting dans le Michigan en mars 2016, c'est Marco Rubio. Le même qu'il vient de nommer au poste de secrétaire d'État, c'est-à-dire aux affaires étrangères. À l'époque, les deux hommes étaient adversaires, comme nous l'explique Axel Gilden, journaliste spécialiste des États-Unis à l'Express. À l'époque, on ne savait pas que Donald Trump allait écraser tous ses rivaux au sein du Parti républicain. Marco Rubio était l'un d'eux. C'était un des candidats dont on disait qu'il avait des chances parmi les adversaires de Trump. Et il était vu comme un modéré. Et il y a eu des échanges de mots très forts entre eux. Marco Rubio avait critiqué Trump fortement. Et Trump, qui donne des surnoms à tout le monde et se montre volontiers insultant, qualifiait Marco Rubio de Little Marco. De son côté, Marco Rubio l'avait qualifié d'escroc. Ne laissez pas vos amis voter pour un escroc. Il est temps d'ouvrir les yeux. On ne peut pas laisser un escroc avoir accès au code nucléaire des États-Unis. Quand il y a un combat politique pour les primaires, là, tous les coups sont permis, c'est le match de catch. Donc, c'est pas définitif, les insultes. La preuve, d'ailleurs, on l'a vu aussi du côté démocrate avec Kamala Harris, qui n'avait pas épargné Joe Biden à l'époque, et finalement, elle est devenue sa vice-présidente. Par la suite, et plus récemment, Marco Rubio et Donald Trump se sont rapprochés, donc, dans leur combat contre l'ennemi commun, qui était donc Joe Biden devenu président. Et Marco Rubio a même aidé Donald Trump à préparer son débat réussi, et d'ailleurs de manière écrasante contre Joe Biden en juin, qui a conduit au renoncement de Joe Biden. Et ensuite, Marco Rubio a accompagné Trump dans de nombreux meetings. Et il a même été question à un moment qu'on a susurré son nom comme un possible vice-président. Bon, finalement, il a choisi quelqu'un d'autre. Quand il affrontait Donald Trump en 2016, Marco Rubio était déjà bien implanté dans la politique américaine. Alors Marco Rubio, tout son parcours se fait en Floride, politique, et même sa vie pour l'essentiel. Il avait fait ses premiers pas dans la politique américaine quand il dirigeait la campagne du candidat Bob Dole en Floride en 1996. Et avant d'être sénateur, toujours, il a été élu à la Chambre des représentants de Floride, parce que chaque État a sa propre Chambre des représentants et son Sénat. Là, c'était de la politique locale. Et donc ensuite, il s'est lancé dans le grand bain vers Washington. Donc il est sénateur de la Floride depuis 2010.
Donc sénateur aux États-Unis, quand on est dans la politique nationale, si on n'est pas président bien sûr, mais on est soit sénateur, soit représentant à la Chambre des représentants, hein, c'est-à-dire un peu notre Assemblée nationale. Sénateur, il y en a 100 et c'est un poste beaucoup plus important que d'être représentant. Donc bref, tout ça pour dire qu'il connaît très bien la politique américaine puisqu'il est sénateur depuis 2010. Il est très percutant quand il s'exprime, quand il fait des discours, il est très aiguisé, très tranchant. C'est donc un politicien chevronné, mais si Trump l'a choisi pour être secrétaire d'État, c'est aussi parce qu'il s'y connaît très bien en affaires étrangères. Au Sénat, il y a plusieurs commissions. Et lui, il est membre de la commission, du comité restreint sur le renseignement. Cette commission spéciale du Sénat, elle est briefée quotidiennement. Elle a accès à tous les documents issus du monde du renseignement. Elle ne compte que 15 membres. Et donc, ces gens sont au courant de tous les secrets d'État, en réalité. Et donc, ils, par là même, connaissent la réalité du monde, des dangers, des guerres, de l'action de l'Iran, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup de poids au Sénat et qui ont une compréhension du monde et une expérience des affaires internationales très poussée. Et il y a une région du monde que Marco Rubio connaît particulièrement bien en matière de politique étrangère, c'est l'Amérique latine. C'est très important le fait qu'il soit d'une part latino-américain et plus particulièrement cubain. Ses parents sont nés à Cuba, pas lui il est né à Miami en 71. Ses parents ont émigré en Floride en 1956, c'est-à-dire avant la révolution cubaine et la victoire de Castro qui a eu lieu le 31 décembre 1959. Cette immigration de Floride qui est arrivée en Floride, donc après la révolution cubaine, ou un petit peu avant, comme c'est le cas de ses parents, sont des gens qui sont à la fois des hommes d'affaires, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, vraiment, et ils sont très engagés dans la politique. Donc c'est à la différence des Mexicains, par exemple, ou même des Portoricains. Et donc, ils ont fait des carrières nationales beaucoup plus tôt que tous les autres. Ses origines cubaines dictent par ailleurs une bonne partie de ses positions en matière de politique internationale. D'abord, il a une base de popularité très forte en Floride, où, encore une fois, l'électorat cubain est très influent. Mais le fait qu'il soit donc cubain, ça a une autre incidence, c'est qu'il connaît très bien le fonctionnement des régimes totalitaires. Même si lui-même ne l'a pas vécu. Quand on est à Miami, on est qu'à 150 km de la Havane et on suit ce qui se passe là-bas. On connaît le logiciel du régime communiste dictatorial cubain et leur manière d'agir très retorse. Donc ça crée une aversion pour le communisme, d'une part, et pour les régimes totalitaires qui vont ensuite se répercuter sur la Chine, puisque la Chine est un régime aussi comparable. Il nous est constamment rappelé au Nicaragua, à Cuba, au Venezuela, que même si la liberté est un droit naturel, ce n'est pas naturel partout. Donc Marco Rubio lui-même n'a plus seulement pour obsession et pour ennemi Cuba, mais également le Venezuela de Nicolás Maduro et le Nicaragua en Amérique centrale, pays beaucoup plus petit, beaucoup moins important, de Daniel Ortega. Quoi qu'il se passe dans cette région du monde, cela finit par avoir une influence chez nous, sur notre système bancaire, dans nos rues, avec la présence de drogue ou d'organisations criminelles qui s'installent ici. Cette aversion pour les régimes autoritaires guide la politique de Marco Rubio, notamment contre la Chine. Mais alors, qu'est-ce que sa nomination au poste de secrétaire d'État pourrait changer ? Ensemble avec Donald Trump, nous n'allons pas seulement rendre l'Amérique grande, mais plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Marco Rubio suit la doctrine de son chef, rendre sa grandeur à l'Amérique. Pour comprendre comment il compte s'y prendre, je suis toujours avec Axel Gilden. Axel, comment Trump compte s'appuyer sur son ministre pour instaurer un nouvel âge d'or américain ? Alors déjà, le poste de secrétaire d'État aux États-Unis, c'est un des postes les plus importants du cabinet de la Maison-Blanche. Marco Rubio se retrouve à la tête du premier réseau diplomatique au monde, à la tête d'une administration de 56 000 fonctionnaires, donc c'est déjà considérable. Comme on l'a dit précédemment, ils sont alignés sur leur détestation du système communiste, voilà, qu'on retrouve dans plusieurs endroits, sous différentes formes. Et ce qu'on peut observer déjà tout de suite, c'est, pour ce qui concerne l'Amérique latine, le fait qu'il soit, et c'est vraiment là, il faut insister là-dessus, la première fois qu'on a un secrétaire d'État latino-américain, c'est une vraie nouveauté. Ça veut dire que Marco Rubio a une compréhension intime de la mentalité latino-américaine, déjà. Et aussi un œil sur ce qui se passe, voilà. Et c'est vrai que les Américains ont souvent fait preuve de naïveté et de condescendance, peut-être, avec l'Amérique latine.
Mais le jeu aussi d'anti-américanisme dans lequel sont inscrits les latino-américains, lui, ça marche pas vraiment avec lui. L'Amérique latine qui devient une des priorités de Donald Trump pour ce second mandat, comment ça se fait ? La Chine est désormais très, très, très présente en Amérique latine. Elle a fait d'énormes investissements. Elle contrôle des dizaines de ports. Elle a fait des nombreux investissements dans tous les pays d'Amérique latine, en réalité. Et d'ailleurs, c'est une petite surprise de ce début de mandat, c'est que Trump n'a cessé de dire l'Amérique d'abord, et on a cru qu'il était isolationniste, que l'Amérique allait se replier sur elle-même. En fait, on découvre plutôt un impérialisme dans son discours qu'on a pu voir avec le Panama, le Groenland, avec cette idée un peu du 19e siècle, qui est le retour aux sphères d'influence, qui était la doctrine du président Monroe dans les années 1840, qui après a été accélérée par le président Theodore Roosevelt au début du XXe siècle. Mais l'idée que les États-Unis, dans leur étranger immédiat, doivent avoir la primauté. Or, le petit problème, et c'est là où on retrouve la Chine, c'est que pendant toutes les années où les États-Unis ont négligé l'Amérique latine et leurs voisins, en fait, immédiats, la Chine, tel un bon joueur de Go, a placé ses pions un peu partout. La Chine reste donc la priorité. Est-ce que Marco Rubio et Donald Trump sont sur la même ligne ? Oui, absolument. Donc Marco Rubio est donc très anti-chinois. La Chine est vraiment la priorité des Américains. Et d'ailleurs, quasiment tout le monde est aligné là-dessus, que ce soit les démocrates ou les républicains. On est sans doute dans une des administrations la plus anti-Chine de l'histoire. Rubio lui-même a multiplié les déclarations contre Pékin. Il est d'ailleurs visé par des sanctions pour avoir soutenu les manifestations pro-démocratie à Hong Kong en 2019 et avoir critiqué très fortement la répression contre les musulmans ouïghours du Xinjiang. Il veut aussi apporter son soutien à Taïwan, augmenter les livraisons d'armes et la présence militaire dans la région Pacifique. Donc, avec lui à ce poste, il n'y aura pas des escalades avec les Chinois. Je pense que on va commencer très fort dans un affrontement États-Unis-Chine. Sur Taïwan, tu évoques des positions plutôt interventionnistes. Pourtant, Trump est plutôt réputé pour ne pas trop vouloir s'impliquer dans les conflits. Oui, alors Trump n'aime pas a priori la guerre. Il le dit partout. Il se voit lui-même comme un faiseur de paix. Il dit qu'il va résoudre le problème de l'Ukraine rapidement. Bon, Marco Rubio, effectivement, a des postures plus véhémentes. Il est ce qu'on appelle un faucon. Concernant la Chine, Trump voit ça comme une rivalité commerciale. Marco Rubio aussi, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui veut déclencher la guerre, mais lors de l'audition de Marco Rubio devant le Sénat pour la confirmation de sa nomination, il a eu des propos très, très forts et durs vis-à-vis de la Chine. Il a dit « Nous avons accueilli le Parti communiste chinois dans l'ordre mondial. Ils ont tiré profit de tous les bénéfices, mais ils ont ignoré leurs devoirs et leurs responsabilités. » Vous vous souvenez que la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et Rubio dit ils ont menti, ils ont triché, ils nous ont hackés, ils nous ont volé des brevets. Il faut mettre fin à ce pillage. Voilà les termes qu'ils emploient. Donc on est véritablement dans un affrontement qui est d'abord commercial aussi du côté de Marco Rubio. Les Américains vont pas déclencher la guerre à Taïwan. Mais enfin, ils vont réaffirmer qu'ils soutiennent Taïwan contre la menace de Pékin. Tu l'as dit, Trump pense régler le conflit en Ukraine en 24 heures. Et ça, c'est un autre sujet très important pour Marco Rubio. Oui, alors effectivement, d'abord, il ne va pas régler la guerre en 24 heures. Maintenant, il est revenu là-dessus. Il a dit qu'il lui faudrait peut-être 6 mois. L'Ukraine, ce n'est pas la priorité de Rubio. Rubio est aligné sur ce que dit Donald Trump et ce que disait Joe Biden et ce que disait Barack Obama et ce que disent tous les Américains. C'est que les Européens doivent prendre leurs responsabilités et investir plus dans leur propre défense, voire intervenir davantage. Si par exemple, il doit y avoir une force d'interposition en Ukraine, les Américains considèrent que c'est aux Européens, aux Français, aux Anglais, aux Baltes, aux Finlandais, de s'interposer en Ukraine. Donc, leur priorité, c'est pas de lancer des expéditions
position militaire en Europe, certainement pas. Il est d'ailleurs, Marco Rubio, l'un des 15 sénateurs républicains à avoir voté contre le programme d'aide militaire de 95 milliards de dollars qui avait été adopté en avril sous Joe Biden. Et donc comme Trump, lui, il voudrait voir cette guerre cesser, comme d'ailleurs beaucoup de monde, et en affirmant que cette guerre est dans une impasse et que il faut pas consacrer son énergie à ce théâtre-là, à ce théâtre de guerre-là, mais plutôt se concentrer sur la Chine. Et il dit, je pense que l'avenir du XXIe siècle sera défini par ce qui se passe en Indo-Pacifique, fermez les guillemets. On évoquait au début de cet épisode Israël. Quel est le positionnement de Marco Rubio sur le sujet ? Alors lui, il est complètement pro-Israël. Il veut accélérer et augmenter l'aide à Israël et pour en finir avec le conflit à Gaza. Les États-Unis, Trump, Marco Rubio et Israël ont 3 ennemis principaux, comme vous savez. C'est l'Iran et l'Iran. Voilà. Donc, sur l'Iran, Trump et Rubio sont partisans d'une ligne dure. Ils s'opposent évidemment à la montée en puissance du programme nucléaire iranien. Et d'ailleurs, Trump était sorti de l'accord nucléaire qui avait été négocié par l'administration Obama et puis par les Français et d'autres Européens. Donc, on va certainement vers un durcissement des sanctions et un discours très dur vis-à-vis de Téhéran, qui est lui-même un régime très fragilisé par les récentes attaques et bombardements israéliens et aussi par la contestation interne. Axel, Marco Rubio ne va pas être le seul à gérer les sujets de politique internationale. Il y a aussi Pete Hegseth, qui a été nommé à la Défense et qui, lui, a un profil beaucoup plus atypique. Alors, Pete Hegseth, effectivement, c'est pas un politicien. Il a ni sénateur, ni élu. Il l'a jamais été. En revanche, c'est un ancien combattant, un vétéran, comme on dit aux États-Unis, de la guerre en Afghanistan. Il a aussi une grande carrière de présentateur sur Fox News. Et Trump, comme vous savez, respecte 2 choses. C'est la célébrité et le succès économique. Donc lui, il a fait une belle carrière, il a du succès. Il partage les idées de Trump. Trump a nommé Pete Hegseth, qui est critiqué pour avoir un CV extrêmement mince en matière de direction d'une administration gigantesque, avec des problèmes extrêmement complexes qu'est le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Mais Trump n'en a cure. Il a nommé Pete Hegseth non pas pour définir une grande stratégie avec une grande vision globale, mais Pete Hegseth serait plutôt là pour être les yeux et les oreilles de Trump au sein du Pentagone, où il veut aussi faire le ménage à sa manière. Il considère que l'armée et le Pentagone ont été pénétrés par l'idéologie woke. Voilà leur obsession. Et puis aussi, peut-être aussi, pour moderniser et faire entrer le secteur privé dans le Pentagone, à travers notamment d'Elon Musk et de sa technologie. Donc il y a quand même des enjeux importants au-delà du déclaratif qui peut paraître un peu dingue et qui, à mon avis, est un peu anecdotique. Il y a des vrais enjeux de technologie et je crois plutôt que c'est ça qui va se passer plus qu'une purge qui sera, à mon avis, tout à fait symbolique. Sur la politique internationale comme sur la défense, les nominations de Trump n'ont rien d'un hasard. Merci beaucoup Axel pour tes explications et on te retrouve un peu plus tard dans cette série. Merci. Demain, on s'intéresse à une autre nomination qui a été bien réfléchie par Donald Trump, celui qui doit gérer les finances du pays. Alors pour ne pas rater la suite de ces portraits, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous mettre des étoiles et des commentaires si ça vous plaît. Team Trump est une série originale de La Loupe, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros.